Bonjour et bienvenue à cette révision sur les boucles itératives dans R. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler l'axiome de la programmation en R que je vous ai déjà présenté au chapitre 5, à savoir que lorsque l'on doit répéter des calculs dans R, nous devrions d'abord viser à utiliser l'arithmétique vectorielle, puisque cette arithmétique vectorielle permet déjà, au sein même du langage, de répéter des calculs sur chacun des éléments d'un vecteur, par exemple. Lorsque l'arithmétique vectorielle ne peut pas s'appliquer ou que ce n'est pas la bonne solution pour résoudre un problème ou pour répéter des calculs, vous avez également de disponibles les fonctions d'application qui servent exactement à ça, également, de répéter des calculs sur chacun des éléments ou des sous-ensembles d'un objet R. Donc, avant d'écrire une boucle, essayez d'analyser le problème et de voir si vous pourriez éviter d'écrire la boucle explicite avec l'arithmétique vectorielle ou à l'aide des fonctions d'application. Cela dit, ce n'est pas toujours possible et les boucles demeurent des structures qui sont utiles, voire nécessaires pour résoudre certains types de problèmes dans R, comme dans la plupart des autres langages de programmation. Donc, les structures de boucles itératives, ce sont des structures qu'on trouve dans à peu près tous les langages de programmation. Elles sont de trois grands types. Je les ai classées d'une certaine façon dans le document de référence. Je vous en présente une autre façon de voir les boucles. En fait, il y a trois grandes catégories, ou en réalité, il y en a deux grandes catégories et une qui se subdivise en deux. La première grande catégorie, c'est de dire je sais que je dois répéter un certain calcul ou certaines étapes un certain nombre de fois. Donc, je sais que je vais répéter ces calculs n fois. C'est ce qu'on appelle une boucle for. Je vais y revenir dans un instant. L'autre grande catégorie qui se subdivise en deux, c'est lorsque on ne sait pas combien de fois on va devoir répéter les calculs. Et donc, cette grande catégorie se divise en deux grandes sous-catégories, soit je dois répéter les calculs 0 ou plusieurs fois. Autrement dit, je pourrais ne pas avoir à faire le calcul aucune fois. Et l'autre sous-catégorie, c'est lorsque je sais que je dois faire les calculs au moins une fois. Donc, nos trois grandes catégories, répéter exactement une fois, répéter 0 ou plusieurs fois, ou alors répéter au moins une fois, ou si vous préférez, répéter une ou plusieurs fois certains calculs. Quelques remarques sur nos structures de boucles. Premièrement, dans une boucle for, on a vu, donc on doit avoir le mot-clé for et entre parenthèses, un nom de variable qui va servir de compteur, le mot-clé in, suivi d'une suite de valeurs. Bien, cette suite de valeurs, elle n'a pas à prendre des valeurs consécutives, ni même des valeurs numériques. Vous avez ici trois exemples d'expressions de book for qui sont tout à fait valides. La première, c'est le genre de structure qu'on rencontre le plus souvent. Donc, for i va être notre compteur, in, les nombres de 1 à 10. Donc, on a une boucle qui va être effectuée 10 fois et la valeur de i à l'intérieur de la boucle va prendre successivement les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le deuxième exemple, où on dit que i va prendre les valeurs tour à tour 1, 25, 5, 42, c'est tout à fait valide également. C'est une boucle qui sera réalisée 4 fois, puis les valeurs successives seront donc 1, 27, 5 et 42. C'est pas très souvent qu'on trouve ce genre de structure-là, mais c'est juste pour dire que c'est possible de le faire. Le troisième exemple, celui-là est un petit peu plus intéressant pour dire que les valeurs que notre compteur prend à l'intérieur d'une book for n'ont pas besoin d'être des valeurs numériques. Ici, vous voyez que mon compteur, je mets des guillemets ici autour du mot compteur puisque en réalité, ça ne compte rien. Je l'ai appelé str pour string en anglais, chaîne de caractères. Donc, Pierre, Jean, Jacques, qui seront les valeurs prises tour à tour. Donc, la boucle va être exécutée 3 fois. Et à l'intérieur de la boucle, il y a une variable, un objet qui s'appelle str, qui va être disponible et qui va prendre tour à tour les valeurs Pierre, Jean et Jacques
Ensuite, des petits conseils pour éviter des bugs qui sont un petit peu désagréables. Ça risque de vous arriver, vous risquez de les rencontrer un jour, mais bon, je suis là un peu pour essayer de vous donner des trucs pour ne pas vous faire prendre. Si on regarde du côté gauche de la diapositive, je dis au lieu d'écrire for e in de 1 jusqu'à n, où n serait un nombre entier, qui serait la version ici dans le bas de la diapositive, je vous dis de préférer d'utiliser plutôt une structure du type for e in seclen n. Seclen, c'est une fonction qui retourne la suite des nombres de 1 jusqu'à n. Vous allez me dire, ben oui, mais seclen n, donc qui retourne la suite des nombres de 1 jusqu'à n, n'est-ce pas exactement ce que fait 1, 2.n? Oui, à une exception, si n est égal à 0. Si n est égal à 0, seclen de n, ça retourne une suite de longueur n. Donc de longueur 0, ça va retourner le vecteur vide numérique 0, essentiellement. Donc ça nous fait une boucle qui ne sera jamais exécutée, puisque les valeurs qu'elle doit prendre tour à tour, c'est un vecteur vide. C'est probablement ce que l'on veut si n est égal à 0. Okay? C'est probablement ce que l'on veut quand n égale 0, c'est ne pas faire la boucle. Or, si vous écrivez plutôt la boucle en utilisant la génération de la suite de 1 jusqu'à n, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça génère la suite des nombres de 1 à 0. Les suites des nombres de 1 à 0, c'est 1 et 0. Et vous avez, de ce fait, une boucle qui est exécutée deux fois pour i qui prend la valeur 1 et ensuite pour i qui prend la valeur 0. Donc, quand n est égal à 0, c'est probablement pas ce que vous voulez qu'il se passe. Ça m'est déjà arrivé là, de l'écrire comme ça puis de me faire prendre. Même chose si pour décider du nombre de fois qu'une boucle va être exécutée, vous voulez utiliser comme base la longueur d'un vecteur, bien, plutôt que de générer la suite des nombres de 1 jusqu'à la longueur de vecteur, vous pouvez encore là, encore vous retrouver avec le même problème que le vecteur est de longueur nulle et vous générez la suite des nombres de 1 jusqu'à 0. Bien, vous avez une fonction dans R qui s'appelle secalong qui génère la suite des nombres de 1 jusqu'à la longueur, une suite des nombres égale à la longueur du vecteur x en partant de 1. Mais si le vecteur x est de longueur 0, ça génère encore là une suite vide. Dernière remarque, quand on construit une boucle avec repeat, il faut absolument prévoir un test à l'intérieur de la boucle pour sortir de cette boucle-là. Autrement, on se retrouve avec une boucle qui dit « recommence ceci indéfiniment ». Puis l'ordinateur, il va faire exactement ce que vous lui demandez. Hein. Et un ordinateur, si vous lui demandez de répéter jusqu'à, pour l'éternité, la même chose, il va le faire sans se lamenter. Alors, donc, ça nous prend absolument un test. Et à l'intérieur de ce test-là, on va utiliser le mot-clé « break » qui permet de sortir d'une boucle. Okay? Donc, vous devez absolument prévoir un test de sortie d'une boucle repeat. Autrement, la boucle est exécutée à l'infini. Ce n'est pas nécessaire à l'intérieur d'une book while, puisque dans l'expression même de la book while, on a une condition pour sortir de la boucle. Regardons maintenant un problème de programmation qui est intrinsèquement itératif. On va s'attarder au tri par sélection, qui, même dans R, va requérir des boucles pour réussir à programmer ça, et plus spécifiquement, des boucles à dénombrement, autrement dit des book for, si vous préférez. On va regarder d'abord l'algorithme. Je vais ensuite vous faire deux illustrations et par la suite seulement, on regardera une mise en œuvre en R. Donc, l'algorithme va comme suit. Il s'agit de trier donc une série de n données en ordre croissant. On va les noter x1, x2 jusqu'à xn ici pour les fins de l'exercice. Donc, la première étape de l'algorithme consiste à répéter les deux étapes qui suivent un grand total de n-1 fois. Donc, il s'agit de trier n données. On répète la même opération n-1 fois, tout simplement parce que la dernière donnée va se retrouver naturellement triée
à la toute fin du vecteur de données. Donc, l'étape numéro 2, en fait, c'est qu'il s'agit de trouver le plus petit nombre du vecteur. La première fois, on va chercher parmi tous les nombres du vecteur et de venir placer, à l'étape numéro 3, ce nombre-là au début du vecteur. En réalité, la manière qu'on va faire pour venir placer le nombre au début du vecteur, ce n'est pas simplement le déplacer puis le mettre au début, mais d'inverser la position du plus petit nombre et du nombre qui se trouve en première position du vecteur. Donc, on les inverse. Et ensuite, on recommence cette opération-là. Maintenant, plutôt en se positionnant à partir du deuxième terme du vecteur, on va chercher le plus petit dans les nombres qui restent et on inverse la position du plus petit nombre qu'on va avoir trouvé et le nombre en position 2. Et ainsi de suite, on recommence ça n-1 fois. Et à la fin de ces n-1 opérations, on va se retrouver avec un vecteur qui est ordonné. Et donc, la dernière étape de notre algorithme va être simplement de retourner les valeurs du vecteur qui sont maintenant ordonnées. Voici une première illustration avec un petit vecteur de 5 nombres, 86, 72, 12, 55 et 79. La ligne verticale dans le tableau représente où est-ce qu'on se trouve au moment où on veut trier. Et les nombres à caractère gras représentent les plus petites valeurs. Donc, à la première ligne du tableau, à l'étape quand i est égal à 1, je me trouve au début du vecteur, je cherche le plus petit nombre, je trouve 12. Ce que me dit l'algorithme, c'est que j'inverse la position du nombre 86, qui se trouve au début du vecteur, et le plus petit nombre, soit 12. Maintenant, je suis rendu à la deuxième étape. Vous voyez, ma barre verticale s'est déplacée d'une position. Et je recommence la même chose. Donc, je cherche la plus petite valeur parmi 72, 86, 55, 79. Je trouve que c'est 55. J'inverse maintenant 55 et 72. Je me retrouve maintenant avec un vecteur de 3 éléments à trier, c'est-à-dire parmi lesquels je dois trouver le plus petit nombre, qui est 72. J'inverse 86 et 72, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'à la dernière ligne du tableau, je me retrouve après 4 opérations, donc après n-1 opération, avec mon vecteur qui est trié. En fait, si vous regardez ça, c'est fort probablement la technique que vous utilisez lorsqu'il s'agit de trier une main de cartes. Vous avez les cartes entre les mains, et ce que vous allez faire, probablement, c'est certainement l'approche la plus intuitive, c'est d'aller chercher d'abord la plus petite carte dans le paquet, vous la mettez au début du paquet et vous recommencez comme ça à trouver la deuxième plus petite carte du paquet, vous la placez en deuxième position, la troisième plus petite carte du paquet, placée en troisième position dans votre main, et ainsi de suite. C'est exactement la même chose que l'algorithme qu'on vient de vous présenter. La seule exception, c'est que lorsqu'on trie une main de cartes, on ne fait pas l'inversion de 2 cartes à l'intérieur du paquet. On se contente de venir mettre la plus petite carte et la deuxième plus petite carte, et ainsi de suite, au début du paquet. Regardons maintenant une mise en œuvre de cet algorithme faite en R. Donc, on a une fonction que j'ai appelée ici SelectionSort qui prend en argument un vecteur X qui va trier, on va regarder les opérations dans un instant, donc qui va trier ce même vecteur et on va retourner la valeur, le vecteur X lui-même qui aura été modifié à l'intérieur de la fonction. Donc, si on regarde ensuite la première ligne de ma fonction, c'est que je vais garder à l'intérieur d'une variable une quantité que je dois réutiliser souvent à l'intérieur du vecteur. Donc, s'il s'agit de recalculer plutôt que de recalculer plusieurs fois dans ma fonction la même quantité, soit la longueur de mon vecteur x, je le mets dans une variable. Ici, je l'ai appelé xlen. C'est la valeur de n dans notre algorithme. Donc, on a notre première boucle qu'on doit répéter n-1 fois. Donc, c'est-à-dire où on va passer à travers les différents éléments du vecteur, donc n-1 fois. Donc, ma boucle pour i dans... Et là, je génère la suite des nombres de 1 jusqu'à n-1. Et qu'est-ce qu'on doit faire n-1 fois? Trouver le plus petit nombre du vecteur. Et c'est ça que fait ce bloc ici, dans lequel il y a une deuxième boucle. C'est trouver le plus petit nombre du vecteur. Bien, de la manière qu'on procède, c'est qu'on dit, bon, je vais supposer que mon plus petit nombre, c'est le premier de la suite que je suis en train de regarder.
OK? Donc, je dis ici que l'indice du plus petit nombre, c'est mon indice I, où est-ce que je suis en train de travailler. Et ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on se déplace à l'intérieur des éléments, à l'intérieur du vecteur, pour J allant de I jusqu'à la fin du vecteur. OK? Et on regarde si on trouve une plus petite valeur. Donc, vous voyez, et lorsqu'on trouve une nouvelle valeur en position J qui est inférieure, donc qui est plus petite que celle que j'avais identifiée précédemment, bien, ce que l'on fait, c'est qu'on met à jour l'indice du minimum. Et comme ça, donc, je peux dire, je suppose au départ que mon plus petit élément se trouve, disons, en position 2. Et lorsque j'en trouve un nouveau, puis je dis, ah, l'élément en position 5 est plus petit que celui en position 2, je dis maintenant que mon minimum se trouve en position 5. Si ensuite je trouve qu'en position 6, il y a une valeur encore plus petite, je dis, ah, OK, mais mon minimum se trouve maintenant en position 6. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai identifié le minimum dans la liste des éléments qui me restent à trier, l'algorithme me dit de prendre ce plus petit élément et de le mettre en tête de liste et de prendre l'élément qui se trouvait en tête de liste et de le mettre à la place de mon minimum. Si on retourne à notre exemple, à la deuxième étape, le minimum se trouve en position 4 du vecteur et on doit échanger sa position avec l'élément en position 2. Donc, échanger les éléments en position 2 et 4. Cette ligne de la mise en œuvre permet justement de faire exactement ça, c'est-à-dire que j'extrais ici de mon vecteur X les éléments en position, disons, 4 et 2. J'extrais ces deux éléments-là et je les replace dans mon vecteur X en position 2 et 4 respectivement. Donc, au final, j'ai inversé leur position à l'intérieur du vecteur. Alors, si on regarde un petit exemple en R, vous voyez, j'ai défini dans ma session R la fonction SelectionSort qu'on a vu, que j'ai présentée. J'ai défini un petit vecteur X qui est le même vecteur qu'on a vu dans l'exemple. Et si maintenant j'utilise ma fonction SelectionSort sur mon vecteur X, on voit que le vecteur se retrouve trié.